Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous enregistrons cet épisode le 3 octobre 2023 et c'est l'épisode 336. Meta, c'est le groupe derrière Facebook, Instagram, WhatsApp, mais aussi derrière les casques de réalité virtuelle. Pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant encore, ils ont présenté des nouveautés lors de l'événement Meta Connect 2023. Chacun y va de sa petite annonce. C'était la semaine dernière. Alors on a regardé les annonces et puis on va vous dire ce qu'on en pense. Évidemment, il y a un peu d'intelligence artificielle là-dedans, vous vous en doutez, et logiquement, on vous met à jour au sujet de l'intelligence artificielle et on vous partage quelques informations sur les jeux vidéo. C'est le programme de cet épisode. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, celui qui a, de manière très scrupuleuse, regardé, entre autres, cette conférence de Meta. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Écoute, ça va mieux, ça va mieux. J'ai eu une semaine compliquée, mais... Pas bien la semaine dernière, ouais, et t'as tenu bon. Ça a été fort compliqué, mais voilà, je suis toujours là. Et donc ça va mieux depuis quelques jours, là, et donc, voilà, je me revois là, donc on va pouvoir parler effectivement de tout ça, c'est très très bien, c'est beaucoup mieux comme ça. Tant mieux, tant mieux. On a un petit message à faire passer qui va être destiné à une partie de vous qui nous écoutez, mais vous qui nous avez écoutés et qui nous soutenez très concrètement. Alors, je voudrais citer Olivier Vernadal, Jean Delastre, Frédéric Feiss, Antoine, Serge Bouet, Sébos, Frédéric Duteil. Il y a eu une avalanche de différents soutiens. Ça, c'est très très chouette ces derniers jours. En fait, c'est marrant parce que je sais pas si c'est Patreon qui me notifie par moment, mais je crois pas. Ou est-ce qu'il y a des vagues de soutien à un moment donné que je ne m'explique pas. Mais en tout cas, voilà, les gens arrivent rarement seuls sur la page patreon.com/techcafé. Alors, on doit peut-être le rappeler pour celles et ceux qui découvriraient Tech Café ou qui découvriraient le principe de fonctionnement de Patreon. C'est que tout simplement, vous avez accès à Tech Café gratuitement dans toutes les apps de podcast de qualité, mais vous pouvez choisir très librement d'aller sur patreon.com/techcafé et de vous inscrire si vous n'êtes pas déjà inscrit à Patreon et de choisir de soutenir Tech Café. En fait, ça va vous coûter quelques euros, un petit peu le montant que vous jugez juste, et puis vous contribuerez peut-être à remplacer celles et ceux qui ont choisi à l'inverse de se désabonner, parce que il y a un turnover, comme on le dit dans le domaine du marketing, ce soutien étant évidemment sans engagement et vous pouvez même le plafonner. Alors le principe, pour quelques euros par mois, vous bénéficiez toujours du même contenu de qualité pour nourrir votre veille sur les nouvelles technologies. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter dans les moments de votre journée où la guerre de l'attention et du temps de cerveau disponible vous laisse encore un peu de répit. Ça va être pendant votre sport par exemple, votre ménage, vos courses. Je sais que vous faites aussi vos courses en écoutant les podcasts quand vous faites pas des livraisons, ou même pendant vos déplacements. Et le tout, vous le savez maintenant, c'est un ton agréable et divertissant qui ponctue ces épisodes. Alors, si jamais vous aussi voulez prendre part à l'édifice, rendez-vous sur patreon.com/techcafé et puis vous profiterez en échange d'un accès au podcast sans la pub et du chapitrage détaillé des épisodes pour passer d'une rubrique à une autre ou retrouver un moment qui vous a plu dans le podcast. Merci à celles et ceux qui soutiennent déjà Tech Café sur Patreon. Merci aussi à celles et ceux qui ont choisi d'aller déposer un avis sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict. Je voudrais citer par exemple Josh Vondar qui a dit: j'ai découvert ce podcast récemment et je dois dire que je regrette de ne pas l'avoir découvert avant. Alors faites passer le mot autour de vous si jamais vous aussi vous avez des personnes qui n'écoutent pas Tech Café. Le duo de Guillaume est pertinent et toujours très intéressant. J'ai de plus découvert que Guillaume Vendée est amiénois comme moi. C'est d'autant plus agréable de supporter ce podcast local. Alors je sais pas si c'est un avis que j'ai déjà cité récemment ou s'il y a plusieurs personnes qui se sont rendues compte que j'habitais à Amiens. Ma mémoire va me faire défaut. En tout cas ça fait très plaisir. Et alors figure-toi Guillaume, j'ai même un collègue qui est passé à mon bureau aujourd'hui et qui me dit: oh c'est quand même dingue, ce week-end j'ai vu mon beau-frère, il ne jure que par vous. Il dit le Guillaume qui fait le podcast avec ton collègue, qu'est-ce qu'il est bon et qu'est-ce qu'il arrive bien à expliquer les choses. Donc tu vois, on a plein de retours très très positifs et ça fait plaisir. C'est un peu la communauté de Tech Café qui se fédère au travers de tous ces points de contact. Et d'ailleurs, on peut compléter aussi le serveur Discord, techcafé.fr/Discord si vous voulez discuter entre vous et avec nous. Et avant, Guillaume, d'enchaîner sur les news tech, je voulais juste faire un petit clin d'œil parce que tu as peut-être entendu, en tout cas t'as pas pu passer à côté des épisodes de cet été, Guillaume, où j'avais longuement échangé avec Romaric Briand, qui est un créateur de jeux indépendant, et je voulais, parce qu'il écoute Tech Café et puis qu'on aime bien son travail, mettre en avant sa dernière création. C'est un jeu
Comme vous l'aurez deviné, ça s'appelle Le Village, rien à voir avec le film de Night Shyamalan, mais c'est un jeu donc de cartes qui se joue un peu, c'est un mix un petit peu entre le solitaire et le démineur, je crois que c'est comme ça qu'il le présente et je trouve ça très pertinent de le présenter comme ça. Vous pouvez y jouer avec vos vraies 54 cartes à vous que vous avez dans un tiroir, celles dont les coins sont un peu écornés par les années de belote, ou avec le site qui vous met à disposition gratuitement la mécanique du jeu, donc vous pouvez carrément jouer sur romaricbriand.fr/le village. Et vraiment, la mécanique, c'est un mix entre le solitaire et le démineur. Donc, vous avez différentes actions selon les couleurs des cartes que vous pouvez faire bouger. Vous pouvez révéler certaines cartes au risque de faire exploser toute une zone. Et puis, sur sa chaîne YouTube, à Romaric Briand, il a 2 vidéos là qu'il a sorties au moment où j'enregistre cet épisode de présentation un petit peu du jeu. Allez jeter un coup d'œil. C'est gratuit, peut-être même pendant que vous écoutez ce podcast, vous pouvez vous amuser à jouer au village. Vous allez voir, c'est assez addictif et c'est assez rigolo de voir à quel point une mécanique relativement simple peut amener à des mécaniques de jeu quand même malgré tout captivantes. C'est un peu, tu sais Guillaume, le easy to learn ou easy to play, hard to master. C'est un peu facile à jouer mais c'est un peu plus compliqué à maîtriser. Bon, allez jeter un coup d'œil et puis vous nous direz ce que vous en pensez. Guillaume, sans autre forme de procès après cette introduction, on se doit de parler de Mark Zuckerberg qui est monté sur scène et qui a présenté des nouveautés à l'occasion de cette rentrée, de ce début d'automne 2023. Au programme, dans les très grandes lignes, mais évidemment tu vas pouvoir nous détailler tout ça, il y a le Quest 3 qui est le nouveau casque de réalité virtuelle, mais en fait maintenant réalité augmentée, ça va être sa nouveauté et on va en parler ensemble. Il y a des nouvelles Ray-Ban connectées qui moi me laissent encore un petit peu songeur, mais j'ai hâte de savoir ce que tu en diras Guillaume. Et puis évidemment il y a plein d'outils autour de l'intelligence artificielle. Guillaume, raconte-nous cet événement. Oui, c'était du 27 au 28 septembre, c'était Meta Connect 2023. Meta Connect assez intéressant finalement, mais on s'attendait bien sûr à y voir le Quest 3, on n'a pas été déçus, puis bon, effectivement, on a parlé Metaverse, mais on a parlé aussi d'autres choses, vous êtes tombé de votre chaise, on y a aussi beaucoup parlé d'IA, c'est incroyable. Incroyable. Ça, quand même. Et le Metaverse finalement est pas mort du tout, parce que Marc y croit toujours, et il évolue ce Metaverse. On est clairement plus sur un Metaverse post-Vision Pro d'Apple, avec une forte composante de réalité mixte. Donc la VR on est d'ailleurs plus nécessaire pour accéder à Horizon World déjà. Le Metaverse devient plus un objectif de fusion virtuelle réelle finalement qu'un espace qui était plus purement virtuel les années précédentes. Mais le concept toujours défendu par Meta d'une certaine façon, et bien sûr ça s'hybride tout ça avec de l'intelligence artificielle. Alors voilà, évidemment, Meta n'a pas créé ces grands modèles de langage Llama et Llama 2 pour faire plaisir à la communauté open source, ça seulement, donc ils vont être intégrés dans des produits, de même que la génération d'images, donc comme Microsoft, Meta veut intégrer de l'IA un petit peu partout, créer des compagnons virtuels intelligents. Bon, Meta oblige, c'est plus tourné vers le fun, bien sûr, vers le divertissement. Mais bon, mine de rien, le futur proposé par Meta pose quand même pas mal de questions assez profondes finalement, autant avec les IA qu'avec le matos, donc voilà, reste à voir s'il va se réaliser. Mais bon, t'as raison, commençons par le Meta Quest 3, c'est peut-être la star du show, j'ai l'impression. À tout seigneur, tout honneur. Donc le Quest 2 a été lancé en 2020, c'était à la Connect 7 à l'époque. Et oui. J'avais l'impression que ça faisait beaucoup moins longtemps que ça. Ok, très bien, c'est noté. Et non, ça fait un petit moment déjà, et donc il était temps finalement qu'il y ait une petite mise à jour, et donc on a bien le Quest Pro évidemment l'an dernier, mais bon, il a été un tel bide que même la PS Vita s'est moquée. Alors c'est dire, faut dire qu'un prix de $1,500, ça allait pas créer des émeutes dans les magasins quoi. De ce côté-là, le Quest 3 lui est proposé à $500, ce qui est quand même nettement plus cher que le Quest 2. Qui avait un ticket d'entrée à 300, mais quand même, évidemment, il a plus de mémoire qu'à l'époque, et puis bon, pour $500, vous avez un casque qui est meilleur en tout. Alors, meilleur en tout que le Quest 2, mais même meilleur en presque tout que le Quest Pro. Et c'est assez étonnant, puisqu'il reste au catalogue à $1,000 quand même, donc il va se faire probablement solder assez brutalement. Alors le Quest 3 sort le 10 octobre, toujours blanc, plus fin que son prédécesseur, de 40%, résolution 30% supérieure au Quest 2 et Pro, donc c'est du 2064 par 2208, on a un champ de vision de 110 degrés, il a 8 Go de RAM, et entre 128 et 512 de stockage, un son spatial et un Snapdragon XR Gen 2, ce qui double les performances à peu près par rapport au Quest 2. Mais surtout... Je m'attarde tout de suite, Guillaume, excuse-moi, au 110 degrés, j'ai toujours du mal à me rendre compte par rapport à la vision humaine. Est-ce que ça couvre une bonne partie de la vision humaine ? La vision humaine, c'est à peu près 180. Ok, donc on est pas sur la totalité de la... Oui, de gauche à droite, c'est-à-dire là c'est le fauve horizontal. Donc c'est déjà pas mal, attention, mais bon, ça couvre pas l'intégralité.
Mais bon, disons que ce qui est frappant dans ce truc-là, enfin, ce qui est frappant, la vraie nouveauté, évidemment, c'est les caméras pass-through, comme on dit, c'est-à-dire celles qui permettent de voir le monde extérieur. Donc, on voit le monde extérieur, cette fois en couleur, et avec une résolution qui est même 2 fois supérieure à celle du Quest Pro. Donc finalement, c'est une réponse au Vision Pro d'Apple, ce MetaQuest 3, mais à un prix qui est quand même nettement plus abordable, et c'est même carrément comme ça qu'il est marketé, finalement, hein, parce que par rapport au Vision Pro, tout est inférieur techniquement, attention, ne me jetez pas des pierres, je le sais bien, on n'a pas de suivi du regard, la résolution est inférieure, la puissance de calcul aussi, mais bon, c'est 500 balles au lieu de 3500. Alors bon, voilà. Donc dans la keynote, clairement, on mettait l'accent sur des applications de réalité mixte, hein, mais vraiment grand public. On voyait un jeu Lego se matérialiser sur la table du salon, pas d'autres jeux aussi d'ailleurs, des jeux de société finalement, hein, mais en réalité mixte où chacun aura son casque MetaQuest 3. Mais c'est déjà plus crédible que chacun ait un casque MetaQuest 3 à 500 balles qu'à 3500. Donc, là, le casque en plus sait scanner votre environnement en 3D, bon, comme le Vision, hein, c'est-à-dire l'utiliser comme un décor, donc c'est pas juste que vous voyez votre environnement, il est intégré dans le jeu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un jeu où on vous fait tirer dessus par votre fenêtre, tu peux t'abriter derrière ton canapé. Ce sont des objets en 3D, ils peuvent être utilisés dans le jeu, quoi. Donc, ça vous le faites dans le jeu vidéo parce qu'il n'y a pas beaucoup de canapés blindés. En fait, ça sert pas à grand chose de s'abriter derrière un canapé si vous faites tirer dessus. D'ailleurs, si vous n'avez pas de fenêtre, vous pouvez en créer une carrément dans votre mur. Et puis, elle restera comme ça en réalité mixte. Hein. Vous pouvez déposer des objets directement dans votre environnement et ils y resteront stables. Ça, c'est la promesse, hein, toujours évidemment. Des vases, des sculptures. Tout exactement, des vases et des sculptures. Un autre exemple qui rappelle le Vision Pro, c'est que vous pouvez avoir des écrans partout pour regarder des séries ou des matchs sous plusieurs angles, voire jouer à des jeux Xbox directement via xCloud, hein, dans le casque, puisqu'il y a le partenariat avec Microsoft qui continue, hein, donc après Office sur Quest Pro, c'est xCloud qui arrive sur Quest 3. Alors évidemment, il n'est pas question de jouer à des jeux Xbox en VR, hein, pas du tout. Vous avez juste un écran virtuel de la taille que vous voulez, dans lequel vous pouvez profiter du Game Pass, tout simplement. Et bien sûr, les applications méta comme Instagram peuvent être consultées en réalité mixte. Ce seront, comme ils appellent ça, des augments, c'est-à-dire des objets virtuels persistants. Donc ça peut être des applications entières d'ailleurs. Tu peux poser ton Instagram sur ta table, à un endroit de ta table, sur la table du salon. Voilà, tu te casses, tu la vois plus, puis quand tu reviens dans le salon, elle est toujours là, elle y reste et tu peux la regarder. Et bien sûr, la VR reste possible, évidemment. Hein, donc il y aura plein de jeux aussi qui seront beaucoup plus beaux forcément que sur Quest 2. Alors pour le coup, la comparaison entre Red Matter 2 sur Quest 2 et Quest 3 est assez prometteuse. Hein, vous pouvez regarder la différence, c'est pas mal. Ils annoncent plus de 100 jeux nouveaux ou améliorés pour le Quest 3 pour l'année qui vient, et de la moitié auront au moins une composante de réalité mixte. Bon, ils ont annoncé d'ailleurs quelques blockbusters, entre guillemets, comme Assassin's Creed Nexus, Stranger Things, Ghostbusters ou Roblox, ou Samba de Amigo, qui est un jeu de rythme qui date de la Dreamcast, qui est assez sympa. Mais bon, c'est déjà pas mal finalement, parce que si on compare à Sony avec son PSVR 2, je sais pas ce que Sony fait avec son PSVR 2. Eh oui, bien sûr, c'est exactement ce à quoi je voulais en venir derrière quand tu compares le prix et l'usage que tu as derrière. Ah, moi, c'est vraiment... Moi, je comprends pas ce qu'ils foutent. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire une Vita avec le PSVR 2. Je sais pas ce qu'ils attendent pour mettre des jeux dessus, quoi. Ils soutiennent pas leur propre matos. Je sais pas, ils attendent quoi. Bon, bref. Enfin, en tout cas, Meta améliore aussi ses avatars, hein, avec des jambes, déjà, on en avait parlé, mais aussi de nouveaux corps et un petit peu plus de diversité dans les détails. Et puis il y aura aussi des expériences VR vidéo. Donc par exemple, tu pourras assister à un match de basket en immersion à côté du coach, etc. Donc on sent bien qu'on a changé d'époque, hein, et que désormais le metaverse finalement se comprend en réalité mixte. Donc, certains diront qu'on est simplement dans l'ère post-Vision Pro. Ils n'ont pas complètement tort, puisque quand même l'idée est vraiment la même. Hein. Le Quest 3, c'est un casque autonome. Il n'est pas présenté comme un ordinateur spatial, mais en fait c'est ce qu'il est. C'est exactement pareil. Toute proportion gardée évidemment avec la machine de luxe d'Apple. Le Quest 3 est assez cher, quand même, mais reste abordable. Et il est quand même plus convaincant que le casque d'Apple, parce que justement, il est présenté comme un appareil de divertissement, et donc il est vendu avec un prix qui est à peu près compatible avec ça. C'est pas un truc pro, qui est vendu, tu vois, comme un casque super pro, mais qu'on montre uniquement avec des usages de divertissement. Non, c'est vendu comme un casque pour s'amuser 2-3 heures quand on en a envie, et voilà. Donc c'est une proposition qui est un peu plus cohérente, je trouve, que celle d'Apple. Donc le Quest 3 est assez intéressant, parce qu'il n'est pas juste une mise à jour du Quest 2, évidemment, le Quest 2 ne peut pas faire de réalité mixte. Le Quest 3, c'est le premier casque grand public qu'il propose, et qui met ça vraiment au centre de sa stratégie, j'ai bien dit grand public, hein. Donc ça va être très intéressant de voir à quel point ça booste les ventes de Quest, parce qu'elles ralentissent. La ligne Quest s'est plutôt bien vendue dans l'ensemble, puisqu'elle s'est écoulée à plus de 20 millions d'exemplaires. Mais bon, le Reality Labs de chez Meta fait toujours des pertes, hein, les chiffres d'affaires du store est en baisse, donc il faut relancer la machine. Est-ce que $500 pour une machine à réalité mixte, c'est le bon prix ?
C'est une bonne question. Moi, j'ai quand même plusieurs remarques à apporter à ce casque Guillaume. La première, c'est que je suis impressionné de voir que ce soit en regardant l'intégralité de la conférence, des résumés des articles ou d'entendre ce qui se dit dessus, tu as énormément plus d'usages qui sont, à mon sens, crédibles que ce que on pouvait avoir au travers d'Apple Vision Pro. Alors attention, tout cela n'est que de l'annonce. Évidemment, il faudra mettre ça à l'épreuve des tests, des usages et de la réalité du quotidien. Peut-être, évidemment, que tout ce qu'on nous dessine en vidéo peut être un petit peu plus éloigné, mais j'ai pas l'impression que ça puisse être aussi déconnecté de ça que ce qui est présenté dans la conférence. Donc il faudra l'envisager, mais effectivement, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que par rapport à Apple Vision Pro qui a des usages assez limités, mais un budget pharaonique à côté, bah ça donne un côté très abordable au Quest 3. Et puis même, effectivement, tu l'as cité, quand tu regardes. Là encore, les usages sont assez différents et il faut comparer ce qui est comparable, mais une PlayStation 5 avec un PSVR 2, ça fait quoi? Ça fait 1200 €, 1100 € si tu veux t'équiper des deux, sans les jeux évidemment. Et quand tu regardes cet équipement, ce qui te promet en termes d'immersion et des expériences de jeu, alors encore une fois, c'est pas les jeux de Sony, c'est pas ce qu'il y a sur PlayStation, mais il y en a pas non plus une palanquée. Donc effectivement, il frappe finalement un grand coup. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur des casques de ce type-là, mais enfin, c'est la proposition qui se rapproche le plus d'un rapport qualité-prix ou en tout cas d'un rapport expérience-prix qui est crédible, quoi. Moi, je serais pas étonné du tout qu'ils en vendent un bon paquet, surtout que ça va être évidemment un prix d'annonce et que derrière, il va peut-être baisser au fur et à mesure. On pourra noter aussi peut-être, je sais pas ce que tu en penses Guillaume, mais pour dire que c'est dans la gamme des Quest et si on met de côté le Quest Pro qui est un produit évidemment plus cher, qui a malgré tout baissé, c'est une vraie différence entre le Quest 2 et le Quest 3. Entre le Quest 1 et le Quest 2, il y avait finalement quelques évolutions, mais c'était pas non plus quelque chose qui était de l'ordre d'un changement fondamental de produit. Là, on est sur un autre produit, on est sur de la réalité augmentée, sur de la mixed reality, comme on dit, de la réalité mixte, et c'est intéressant de voir qu'il y a peut-être une petite bascule qui s'opère. Est-ce que, enfin, ça va être le produit, tu sais, à chaque fois qu'il y a ce type de produit qui est présenté, on a tendance à dire bon, si avec ça, les usages de la réalité virtuelle et de la réalité mixte ne prennent pas, c'est que ça prendra jamais. Est-ce que c'est vrai avec le Quest 3, à ton avis? Bah écoute, si c'est pas là, c'est vrai que ça pourrait aussi être jamais, parce que après, il faut voir que les produits sont vraiment tellement différents. Enfin, je veux dire, bon, le Vision Pro, c'est pas un produit grand public, hein, donc il est un peu disqualifié par son propre positionnement. Oui, c'est un archétype d'usage et il faudra attendre une version grand public. Il est totalement inaccessible. Voilà, le Vision Pro, il arrive à 500 balles en octobre. Le MetaQuest arrive à 500 balles en octobre. Le Vision Pro, il arrive peut-être en 2024 à 3005 et encore on ne sait pas. Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc il y a vraiment une grosse différence là-dessus. Le PSVR 2, c'est pas du tout un casque de réalité mixte, mais clairement, la promesse du PSVR 2 n'est pas du tout tenue pour l'instant. Parce que la promesse du PSVR 2, c'est avoir des jeux en réalité virtuelle, mais avec une qualité PS5, quoi. Je veux dire, avec une qualité très très élevée. Or, qu'est-ce qu'il y a sur PSVR 2? Il y a quelques titres qui sont de bonne qualité, qui sont vraiment beaux, mais il y en a une poignée. Et le gros des titres, c'est quoi? C'est des jeux PSVR 1 qui sont vaguement remaniés, et des jeux MetaQuest qui sont pas transférés. Tant que ça, hein, d'ailleurs, des jeux PSVR 1. Non, il y en a pas, effectivement, il n'y en a pas tant que ça. Le gros de la cohorte, ça va être des jeux MetaQuest. Ce qui veut dire que sur la majorité des jeux, enfin, une grande partie des jeux que tu as sur PSVR 2, c'est déjà MetaQuest. Donc, on peut dire que ça, tu vois, ça explode pas la PS5, quoi. Donc, pour le moment, Sony est dans une position très bizarre où ils ont un casque qui est de très bonne qualité, hein, qui est assez cher, et qui, pour l'instant, ne sert pas à grand chose, malheureusement. C'est vraiment dommage. Donc écoute, on verra. Il y a l'effet écosystème aussi, parce que quand tu as un produit à succès qui est plus accessible, ben forcément tu as un parc de développeurs, d'expériences et de jeux qui va être plus foisonnant. Je suis pas sûr que la dynamique de développement du côté de la construction de jeux vidéo sur un PSVR 2, encore une fois, j'ai bien conscience de comparer des produits qui sont quand même assez différents, mais je veux faire juste un parallèle sur l'adoption de l'écosystème par les développeurs et les utilisateurs, n'a rien à voir. On peut imaginer que l'écosystème de Quest, à travers le fait que c'est le 3e produit, qu'il y a là un vrai changement de génération, que le prix paraît quand même plutôt accessible par rapport à la proposition de valeur, qu'il va y avoir un écosystème qui va continuer à se développer. Donc un bon point finalement pour Meta, hein. Ça fait bizarre de le dire comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un produit plutôt crédible qu'il faudra encore une fois mettre à l'épreuve des tests et de la réalité du produit. On continue Guillaume avec les news de cette semaine.
Oui, bah, c'est en marge du MetaConnect. Mark Zuckerberg a donné une interview historique, si on veut, à Lex Fridman. Donc historique parce qu'elle s'est passée dans le métaverse. Alors, Lex Fridman, il est toujours sur le des bons coups, lui. C'est un podcasteur ultra célèbre aux États-Unis. Il fait d'ailleurs partie des rares élus à bénéficier du programme de doublage automatique sur Spotify. Donc lui, il pourra passer en Espagne et parler espagnol, ou en France et parler français grâce à l'IA, sans rien foutre. Voilà. Et nous, alors. On peut dire que c'est Guillaume Poggiaspala américain, en fait, on peut dire. Oui, voilà, exactement, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, voilà, bon, Manu, je sais pas quand ça sera doublé en anglais ou en italien, ou en hindi, je sais pas, mais. Est-ce qu'on le voudrait? Ça devrait venir. Ben, Spotify, là, son test de traduction simultanée automatique qui conserve le ton et la voix de celui qui parle, ce qui pose aussi d'ailleurs d'énormes questions, parce que, admettons que moi je suis traduit par Spotify au chinois. Comment je vais savoir si je raconte pas des conneries? Comment je vais les réparer, moi? Je vais les repérer et les corriger, moi, les erreurs de traduction. Je peux pas. Surtout que tu dis jamais rien qui poserait problème à la population chinoise et qui pourrait te porter en chinois. Jamais, bien sûr que non. Mais bon, voilà, c'est une problématique sur laquelle on reviendra sûrement après les premières bourdes, donc dans quelques jours probablement. Mais bon, d'ici là, Legs, il a eu encore une interview avec Mark Zuckerberg. Il s'aime bien ces deux-là, parce que bon, ils font tous les deux du MMA. Et puis Legs, il est bon public avec le Metaverse et Meta en général, donc c'est un bon client. Et Meta l'a sélectionné pour se faire scanner en 3D. En tout cas scanner la tête, et faire une interview d'1 heure avec un avatar de Mark Zuckerberg qui a été lui aussi scanné en 3D. Et donc on assiste à un dialogue entre deux personnes qui sont distantes de milliers de kilomètres, reconstruites en 3D dans un espace qui, bon, lui est totalement noir, mais c'est bluffant, parce que ça marche vraiment bien. Le rendu est quasi photoréaliste, et surtout les visages bougent de manière très naturelle, c'est pas figé du tout, et on n'est pas loin d'avoir 100% de la com non verbale, en tout cas faciale, qui est retranscrite en 3D. Donc Legs, d'ailleurs, en est parvenu, il s'en remet toujours pas. Au début, on le voit s'approcher à 2 cm de la tête de Mark Zuckerberg pour le regarder sous tous les angles, c'est assez gênant. Et ouais, c'est bizarre, surtout si c'était en vrai, mais même là, il a dû être un petit peu gêné, Mark. Donc ces avatars-là, c'est vraiment le cran bien au-dessus de ceux d'Horizon, tu vois. Ils appellent ça les codecs. Et ce sont c'est encore des protos, ils sont encore en cours de mise au point. Bon, là, ça a utilisé des Quest Pro, donc chacun avait un Quest Pro sur la tête, parce que le Quest Pro est capable de suivre les yeux et le bas du visage. Et en plus des mouvements de la tête, ce qui fait. Alors, le Quest 3 ne sait pas le faire, ça, pour le coup, donc c'est un petit peu tout ce qui reste au Quest Pro, d'ailleurs, le programme. Mais bon, il faut aussi se faire scanner en 3D avec du matos professionnel avant, donc ce qui fait que ces codecs ne sont pas encore du tout à la portée du grand public. Donc le scan va créer un modèle 3D et des textures en ultra qualité pour la peau, y compris l'éclairage, le shading. Puis tout ça est animé en temps réel. Le modèle est déformé selon ce que voient les caméras du casque, pour la bouche et les yeux, etc. Et donc il y a que les mouvements des points de contrôle finalement qui circulent sur le réseau, ce qui fait qu'en plus ce type de visioconférence en fait ne prend que très peu de bande passante. Et donc il y a eu absolument aucun lag, aucun souci de toute l'interview. Donc il y a une interview d'1 heure durant laquelle Lex parle pas mal de métaverse. Est-ce que ce type de vision de 3D est vraiment du métavers? Je sais pas, mais bon. Les plans futurs pour le codec sont assez clairs. C'est se passer de matos de scan professionnel déjà, évidemment, c'est-à-dire essayer de faire ça avec des vidéos de smartphone de sa tête, tout simplement, facilement. Et puis un jour peut-être passer à l'ensemble du corps. Dans ce cas, il faudra un casque capable de donner suffisamment d'informations sur la position des jambes pour pouvoir les reconstruire en 3D. Mais c'est en cours. Mark dit même que si on fait pas de mouvements trop bizarres, en gros si notre centre de gravité bouge de manière assez normale, assez cohérente, assez basique, et ils ont des algos de deep learning qui marchent très bien en fait, avec très peu d'infos. Et donc pour plein de raisons, les codecs sont pas encore prêts pour le Quest 3, donc c'est même plutôt l'inverse en fait, le casque est pas prêt pour les avatars si réalistes, mais c'est quand même bien joué de les montrer maintenant, parce que Meta a été... je sais pas si vous vous souvenez, mais beaucoup moqué pour la pauvreté des graphismes sur ses métaverses à lui. Il y a eu beaucoup de trucs, ça a circulé pas mal, et de ses avatars, et aussi des décors qu'il y avait. Donc là, c'est bien joué de montrer. Je me souviens de son selfie dans le métavers devant la Tour Eiffel, là, on en rigole encore. Et la Sagrada Familia qui était vraiment c'était vraiment très 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 basique, quoi. Et donc là, c'est bien joué de montrer qu'ils savent aussi faire du beau, du photoréaliste, vraiment du high-tech. Et donc Mark dit explicitement dans l'interview que le monde réel restera toujours super important, oui, mais qu'il prévoit une hybridation de plus en plus. Qu'il le précise. C'est ça. Mais bon, voilà. Il pense qu'il y aura une hybridation de plus en plus importante avec une couche numérique, et avec couche numérique et couche physique. Et que leur truc, de toute façon, c'est de connecter toujours mieux les gens de toute façon. Voilà. Bon, donc tu pourras regarder Netflix avec ta copine sur le canapé, même quand elle est en voyage, voire même quand elle t'aura quitté, ou même quand elle sera décédée. Et j'exagère pas vraiment en fait, parce qu'il a été question de ça aussi dans la grosse partie IA du MetaConnect. L'IA s'intègre un petit peu partout, même dans des lunettes désormais d'ailleurs.
Ouais, on va pouvoir parler des Ray-Ban, Guillaume, parce qu'il y avait déjà eu les lunettes de Meta avec Ray-Ban, qui étaient pas forcément très convaincantes là dans les tests. Ah bah, c'était l'exemple parfait de ce que je craindrais pour un Quest 3, c'est que sur le papier, c'était des objets tout à fait séduisants, mais qui, quand ils sont mis à l'épreuve du quotidien, sont pas forcément captivants. Alors justement, oui, c'était un volet de cette présentation. Je fais une petite parenthèse, Guillaume, pour juste dire que la manière dont a été présentée ces lunettes m'a horripilé. Je suis désolé pour la personne qui présentait les Ray-Ban connectés de Meta sur scène, mais moi, je suis désolé pour le public, hein, franchement. Elle était, elle y mettait beaucoup d'énergie, mais il y avait quelque chose de l'ordre de l'énervement. Je me sentais presque agressé finalement. Mais bon, pardon, excuse-moi. Écoute, elle avait juste l'air sous acide, hein, je sais pas, mais honnêtement, ouais, non, mais c'était vraiment, c'est vrai que c'était un petit peu bizarre. Hein. Ouais, c'était un peu bizarre. Ah oui, bon, en plus du Quest 3, effectivement, Meta a annoncé les Ray-Ban Stories 2. Alors, les premiers Ray-Ban, donc, modifiés comme ça par Meta, ont été un énorme bide. Mais ça n'empêche pas les intéressés de sortir une paire de lunettes qui, justement, ressemble de plus en plus vraiment à s'y méprendre à une paire normale, hein, et qui fait d'ailleurs plus ou moins la même chose que l'an dernier, essentiellement, hein, donc filmer des trucs que vous voyez, donner un feedback audio. Sauf que cette année, le feedback pourra être aussi la voix suave d'une intelligence artificielle, parce que désormais, vous pourrez parler à vos lunettes. Et donc, c'est une IA de Meta qui vous répondra, et à terme, elle pourra être multimodale, et donc reconnaître ce que vous voyez, voir ce que vous voyez, et le reconnaître. Bon, alors ça reste un outil de streaming, hein, pour l'instant, tout simplement, donc vous filmez en direct et en immersion ce que vous voyez. Et comme toujours avec des lunettes connectées, ça pose les mêmes soucis d'acceptation sociale, parce que c'est super invasif, comme d'habitude. Ces simples lunettes photo posent déjà de gros problèmes socialement, hein, et légalement parlant même, parce qu'on n'a pas le droit de filmer les gens sans leur consentement, et même les gens en général aiment pas avoir en permanence un objectif pointé vers eux. C'est sûr, quand tu décris des lunettes qui ressemblent de plus en plus à des lunettes, on sait pas si c'est... Bon, c'est bien sur le plan technique, je sais pas si c'est réjouissant sur le plan des usages en société. Mais bon. Exactement, c'est de plus en plus discret, tu vois. Alors, il y a une LED d'enregistrement, effectivement, qui s'allume quand ça enregistre, mais c'est pas suffisant, à mon avis, parce que déjà, on la voit pas forcément bien, hein, je veux dire, en plein soleil ou de loin, tu la vois pas forcément bien, et c'est typiquement le genre de truc qui peut se hacker pour être désactivé. C'est le genre de premier truc qui va être hacké, à mon avis. Ces lunettes caméra posent des soucis, et d'ailleurs, les futures lunettes de réalité augmentée ou de réalité mixte, comme le préfigure peut-être le Meta Quest 3 et le Vision Pro, hein, ces lunettes de réalité augmentée, donc, ont des implications psychologiques aussi, quand elles sont portées dans un contexte social. Parce qu'en juillet dernier, il y a une équipe de Cornell et de Brown, Cornell University et Brown University, qui ont mené une étude sur la dynamique sociale dans un groupe de gens, dont certains portaient des lunettes de réalité augmentée et d'autres non. Donc, résultat, il y a un déséquilibre entre ceux qui en portent et ceux qui en portent pas. Les lunettes étaient les Spectacles 3 de Snap, qui mettent donc des filtres ou des objets 3D par-dessus la réalité, donc c'était des prototypes, hein. En l'occurrence, il y avait 5 filtres qui permettaient de transformer son interlocuteur en ours, en chat, etc., ou en clown. Et donc on a ensuite fait fait des paires de gens, et donc avec un qui porte des Spectacles et l'autre non. Et on leur a demandé ensuite de faire quelques activités ou exercices simples ensemble, et à la fin, on demande à chacun comment il s'est senti pendant tout ce temps. Donc à chaque fois, les porteurs de lunettes se sont sentis bien, voire très bien. Les lunettes ont même occasionnellement réduit leur anxiété sociale. Par contre, les autres, ceux sans lunettes, se sont sentis mal à l'aise. Ils ne savent pas ce que voient les autres, ils ont plus la maîtrise de leur apparence, et pour finir, les lunettes cachent les yeux et réduisent leur capacité à interpréter le langage non-verbal. Et encore, c'est juste avec des protos et 5 filtres mignons. On sait tous ce qui va se passer si un jour le truc explose. On sait tous quel type de filtres IA vont se télécharger à droite à gauche. Ce sera plus des nounours, effectivement. Ce sera plus des nounours. Cette technologie crée un déséquilibre de pouvoir entre les gens qui l'ont et ceux qui ne la portent pas. Parce que ces appareils sont toujours designés avec l'utilisateur au centre, pour lui donner tout, donner tout à l'utilisateur au centre, le maximum de choses, mais le problème, c'est que dans cet utilisateur, dans un contexte social, il faut prendre en compte de tous les autres gens aussi. Parce que sans ça sera difficilement accepté. Quel patron va accepter que ses employés puissent lui donner une tête de clown en réunion ? Quelle fille sera à l'aise dans le métro, sachant que la moitié des mecs de la rame peuvent la déshabiller avec un filtre IA ? Autant la réalité mixte augmentée en solo, en petit comité, ou avec des gens qui se connaissent, entre amis, c'est ok. Mais dans un contexte social de tous les jours, c'est vraiment une toute autre problématique.
Ouais, c'est là où l'innovation en tant que telle ne doit pas être prise toute seule, mais elle doit être pensée dans ses implications en société. Je dis ça, Guillaume, parce que je repense à une position que tient Léo Duff, qu'on a entendu parfois dans Tech Café, qui moi me dérange beaucoup. Léo Duff, il critique, alors j'imagine qu'il y a une part de provocation de sa part, je lui accorde ça, mais il critique un petit peu les réglementations qui forcent une société comme Apple, par exemple, à adopter l'USB-C parce que, selon lui, il pense que c'est une loi qui nuit globalement à l'innovation. Et en fait, ça m'embête parce que ça positionne l'innovation comme étant un truc absolu qui ne doit pas être mis en regard des usages d'une société. En gros, encore une fois, si je reprends la vision de Léo Duff, on devrait pouvoir imaginer le meilleur connecteur possible, quelles que soient les implications pour la société. Et je crois que c'est plus possible. Je crois que c'est plus possible en 2023 et à l'heure à laquelle on vit, dans laquelle on voit les implications des outils technologiques et dans lesquelles on voit les implications sur le plan écologique et social. Et il me semble typiquement que cette innovation-là, le fait d'avoir des lunettes comme ça, si on en prend en tant qu'innovation technologique, bah, on peut se dire chouette. Moi, je peux pas m'empêcher de me dire c'est un truc qui doit être hyper encadré et pour lesquels la réglementation, moi, ça me rassurerait énormément qu'elle freine, voire qu'elle interdise ce type d'usage en dehors de certains environnements bien précis. C'est un peu extrême de ma part, mais... Non, mais enfin, ça me paraît complètement naturel parce qu'il y a un analogue, enfin, il y a un truc un peu analogue, c'est les drones. Je veux dire, on peut avoir des drones maintenant qui sont tout petits, qui sont pas chers du tout, qui ont des caméras qu'on peut envoyer partout, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Cela dit, le smartphone aussi, je veux dire, le smartphone tout aussi visible qu'il est quand il prend en photo ou en vidéo les gens, je pense que désormais, vu la taille des smartphones, il se remarque. Déjà ça, évidemment, sur le plan réglementaire, c'est pas autorisé. Je vois pas pourquoi est-ce que on pourrait faciliter encore, et t'as raison, les appareils qui seraient moins détectables à filmer les autres. Enfin, moi, ça me pose vraiment un problème. Ouais, moi, je pense que c'est comme les drones. Les drones, on les interdit pour des raisons de vie privée. À mon avis, il pourrait y avoir aussi des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'est un petit peu pareil. C'est quand même très intrusif d'avoir des lunettes en permanence comme ça sur le nez, je crois. Et puis, reste aussi la question sur des appareils de ce type-là et je me rappelle très très bien, je crois que c'était Frandroid qui avait testé les lunettes de Snap, les premières, les Spectacles, je sais plus, mais ils avaient dit, en gros, c'est un chouette gadget, mais votre vie est parfaitement inintéressante. Et je dois dire que, au-delà d'usages pas très souhaitable qu'on vient de décrire, ou de certains usages bien spécifiques, genre un streamer, tu vois, genre quelqu'un qui veut faire des vidéos de démonstration de produits pour lesquels les lunettes peuvent avoir un intérêt, au-delà de peut-être les sportifs, j'en sais rien, tu vois, j'imagine un pilote de kart ou de voiture, effectivement, avec des lunettes comme ça, il y a peut-être un intérêt à avoir ces usages-là, mais c'est très, très réduit en termes de catégorie d'usage. Bah, je vois pas trop la pertinence qu'il pourra y avoir demain auprès du grand public. Est-ce que notre vie est suffisamment intéressante pour qu'elle mérite d'être filmée comme ça? Bon, je suis vraiment un rabat-joie, je me rends compte sur ces lunettes, c'est fou. De toute façon, il y a des cas d'usage, si tu veux, effectivement, mais dans la vie de tous les jours, c'est sûr que 99% des moments sont des moments du quotidien et qu'il n'y a aucune raison ma vie est chiante, je vous rassure. Non, mais il n'y a aucune raison, effectivement, de les filmer, forcément. Enfin, tu vois, je veux dire, bon, c'est pas pour ça qu'ils se retrouvent pas en ligne quand même, mais bon. C'est pas pour ça qu'ils sont pas sur les réseaux sociaux. Absolument. Mais pas pour des raisons peut-être très légitimes. Bon, il y a les souvenirs des enfants, les souvenirs du quotidien, je sais pas. Bon, ça me gêne. Dites-nous ce que vous en pensez, évidemment, dans les commentaires sur techcafé.fr ou venez en échanger sur Discord. On sera très intéressé d'avoir vos retours. On continue avec les annonces de Meta, Guillaume, avec Emu. Alors attention, est-ce que Meta reproduirait son enseignement de Llama pour les modèles de langage autour de la génération d'images ? Alors, ça, on ne sait pas encore. Il y a une grosse partie de la Meta Connect qui était consacrée aux nouvelles fonctionnalités IA que Meta va proposer. Et effectivement, les modèles Llama 2 vont être mis en contribution, et pas que. Meta, c'est vrai, a commencé sa présentation par une génération d'images, donc la génération d'images, donc son propre mid-journée. Il l'appelle EMU. Alors, EMU, ça voudrait dire Expressive Media Universe, rien que ça. Donc le principe, c'est le même que d'habitude, on donne une description, un prompt, et ça donne une image qui correspond. Alors là, les images sont plutôt belles, et toujours esthétiques en tout cas, et les prompts sont très simples. Donc voilà, en 5 secondes, vous devriez avoir de belles images sans devoir faire du prompt engineering et mettre 92 mots-clés. C'est rapide, 5 secondes, non ? C'est relativement rapide, effectivement, et surtout, vous n'avez pas besoin d'aligner les mots-clés pour avoir un truc joli comme aux premières heures de Stable Diffusion, apparemment. Ce sera déjà plus ou moins mis dedans. Alors EMU pourrait être utilisé aussi pour créer des stickers.
Donc des stickers personnalisés pour WhatsApp, par exemple, hein, comme un capybara avec une valise. Voilà, un sticker, donc je me demande pourquoi il n'existe pas déjà. Je ne sais pas ce que font les designers de stickers. Et bon, en plus de tout ça, un peu comme d'habitude, on a le droit aussi à de la manipulation d'images, donc ce qui s'appelle le restyling, qui permet de changer la tenue ou la coiffure de quelqu'un, par exemple, changer le fond d'une photo, tu la changes par un mirage que tu viens de faire, par exemple, ou changer totalement le style d'une photo. Si vous vous demandez à quoi ressemblerait votre chien en origami, Emu va vous le montrer, et c'est très bizarre. Bon, évidemment, tout ça sera intégré aux applis Meta, Instagram en tête, bien entendu, vous pourrez toujours plus manipuler la réalité avant d'essayer de la faire passer plus authentique sur les réseaux. Donc Emu sera intégré à Meta AI, qui est le chat GPT de Meta, ni plus ni moins, et il sera basé sur Llama 2, donc ce chat GPT. Alors Meta AI sera assez généraliste, mais justement, elle est très générale, peut-être trop fade, et donc chez Meta, ils ont voulu aller plus loin, avec des IA qui ont des visages et des personnalités. Ça se passe, formidable. C'est incroyable. Oui, bien sûr que j'ai vu ça. Décris-nous ça, parce que ça me laisse songeur et enthousiaste à la fois. Est-ce que vous avez toujours voulu discuter avec Paris Hilton, moi, depuis que j'ai vu The Simple Life, c'est mon rêve, bien entendu. Oui, je sais, ça date, The Simple Life. Et écoute, je vais pouvoir presque réaliser ce rêve avec Amber, qui est à la fois Paris Hilton et pas Paris Hilton, puisqu'elle est censée être détective. Et il faudrait que Paris Hilton détective, c'est vraiment de la pure fiction. Donc Amber a le visage de Paris et une personnalité propre, comme Kendall Jenner, qui sera une amie fidèle et franche, Tom Brady, qui sera un commentateur sportif caustique, et Snoop Dogg, qui sera maître de jeu de rôle. Donc ces stars, en fait, sont un petit peu comme des acteurs qui ne joueraient pas, parce qu'ils prêtent leurs images à un personnage fictif, qui est joué par une IA. Alors c'est une idée qui est assez maligne, parce que les IA ont des têtes connues, et donc elles sont déjà ancrées dans l'imaginaire du public, mais si jamais elles commencent à partir en vrille, qu'elles racontent n'importe quoi ou qu'elles insultent quelqu'un, c'est pas vraiment elle. Tu vois, si Amber dit un truc raciste un jour, c'est Amber, c'est pas Paris, tu vois. Et bon, en tout, il y aura 28 de ces chatbots qui sont basés sur le même modèle, donc toujours Llama 2, mais Llama 2 qui aura peut-être été un petit peu fine-tuné comme ça pour, sur des centaines de sorties ou d'interviews des intéressés, et si c'est bien fait, enfin en tout cas si c'est bien fait, ou alors peut-être avec une simple fiche de perso si c'est une version économique, ça je sais pas, il faudra tester. En tout cas ces chatbots sont là pour être fun, et on est dans le divertissement, donc à la limite c'est vrai que s'ils racontent n'importe quoi, c'est pas forcément toujours grave. On va voir comment le public réagit à ça. C'est le plus intéressant / inquiétant, c'est ce qui vient juste après, c'est que ces 28 IA finalement ne font qu'illustrer ce qu'on pourra faire à terme dans AI Studio. Parce que AI Studio, ça pourrait mettre à la portée de tous la création d'une IA qui aurait le caractère de n'importe qui, dont on aurait suffisamment de texte, en tout cas suffisamment de matière. Suffisamment de matière pour entraîner une IA avec, en tout cas. Donc, sans une ligne de code, et sans grosse machine, tout ça sera fait dans le cloud, on pourra créer un clone de nous-mêmes, qui sera basé sur nos interactions Facebook / WhatsApp, par exemple. Et ensuite, on pourra le placer dans le metaverse pour qu'il interagisse avec d'autres gens quand on n'est pas là. Donc, on va pouvoir incarner en 3D ces chatbots. C'est une option qui est totalement évoquée dans la keynote. Marc imagine même des groupes où on pourra discuter avec des humains et des chatbots. Il y aura une petite mention IA au-dessus de la tête de ce truc, mais sinon ce sera un avatar tout à fait normal, qui pourra discuter avec d'autres humains, qui aura un corps, et qui aura même des mouvements et des expressions faciales. Donc on pourrait discuter avec Jane Austen, ça pourrait devenir possible, donc c'est-à-dire qu'on pourrait discuter avec des gens morts. Et là, bien sûr, c'est une perspective qui soulève énormément de problématiques, parce que c'est un futur illustré par Meta, mais qui plus largement un futur où ça devient simple et accessible de se créer des chatbots qui sont ultra réalistes et qui peuvent parler en imitant n'importe qui. En fait, ça se fait déjà, mais c'est juste pas complètement évident pour le moment. C'est pas encore vraiment grand public. Mais dans quelques années, on peut imaginer facilement que ça le devienne. Et là, y a plein de questions. Si je fais un chatbot de moi, il parle un peu comme moi, mais je maîtrise pas vraiment ce qu'il dit. Et donc je maîtrise pas vraiment ce que je dis. Et si on peut faire un chatbot de n'importe qui, plus personne ne maîtrise ce qu'il dit. On peut faire des chatbots de gens sans leur consentement. On peut en faire qui usurpent des gens pour X, Y raison. On peut faire des deepfakes conversationnels qui posent autant de soucis que des deepfakes photographiques, en fait. Donc on peut aussi en faire de gens morts, ou de gens qui veulent juste plus nous parler. Et ça, est-ce que c'est sain, tu vois? Est-ce que c'est sain de continuer à discuter avec son conjoint décédé? Ou avec même un conjoint qui a rompu avec toi? Sans compter que tout ça peut s'accompagner de voice cloning, par exemple. Donc l'IA pourra aussi avoir la voix de ton ex. La voix de ton ex-compagne qui a divorcé de toi. Ou la voix de cet ami mieux que ton t'as ex, perdu parce qu'elle n'aura pas les mêmes défauts, tu vois. Mais c'est exactement ça. On pourrait imaginer que tu puisses te créer une copie de ton ex au moment où vous étiez le plus amoureux, qu'elle a la même voix, elle est exactement comme elle était à l'époque. Et tu peux rester avec, alors que l'autre, t'as divorcé de l'autre depuis très très longtemps. Oh, ta petite amie sans sa mère.
Et c'est bon. Je crois qu'ils ont un business model. C'est horrible. Et ça marche avec le petit copain sans sa mère, évidemment, ce petit copain sans sa mère, forcément, ce sera. Donc voilà. Comment on va gérer ce genre de truc en tant que société, je sais pas, hein, mais c'est un futur intéressant. Et qui semble-t-il commence maintenant. Intéressant, ouais. On n'aura pas fini si déjà il y a des études qui montrent que le simple fait d'avoir des lunettes connectées crée une forme de gêne. J'ose même pas imaginer quelles peuvent être les implications. Après, j'imagine qu'il y a peut-être aussi plein de cas d'usage qui peuvent être très cool, mais évidemment, ce qui fait peur, là encore une fois, à mes yeux, hein, sur ces annonces-là, c'est le déploiement sans encadrement et de régulation. En même temps, c'est compliqué d'avoir de la régulation alors que le truc est à peine sorti et qu'on voit pas encore quels sont les usages. Il faudrait être très, très, très réactif selon moi. Donc évidemment en couverture, hein, vous avez Snoop Dogg comme maître de jeu dans une partie de jeu de rôle. C'est tout un programme. Je vous laisse rêver et puis nous suggérer peut-être des associations improbables de célébrités qui pourraient avoir des rôles spécifiques que vous pourriez donner avec ces personnalisations d'intelligence artificielle. Merci Guillaume. On continue avec une toute autre rubrique, mais vous allez voir qu'on est dans la vraie continuité, puisqu'on est encore, Guillaume, sur les myriages. Pas du tout. Oh pardon, merde, excuse-moi. Non, mais parce que c'est en fait, on va parler de Mistral, bien sûr, c'est la grosse info intelligence artificielle de la semaine, je pense, c'est la sortie du premier grand modèle de langage de Mistral AI, qui est une société française basée à Paris. Et c'est une start-up qui a juste 6 mois et qui a déjà levé 118 millions de dollars d'investissement et c'est peut-être le plus gros montant à ce jour en Europe. Donc le 27 septembre, ils ont annoncé la disponibilité de Mistral 7B. Donc c'est leur premier modèle de langage qui est assez impressionnant. 7 millions de paramètres, j'imagine. Exactement, 7B pour 7 billions, donc 7 milliards de paramètres, tout à fait. Et à cette taille-là, il serait meilleur que les modèles Llama 2 de Meta, qui seraient 2 fois plus gros que lui. Donc c'est assez impressionnant. Très spécifiquement, Mistral 7B a été passé au crible d'une dizaine de tests synthétiques. Et en fait, il est toujours au-dessus de Llama 2 13B et souvent au-dessus de Llama 1 34B. À tes souhaits. Pardon, merci. Llama 1 34B, donc ça veut dire 34 milliards de paramètres. Donc ça veut dire qu'il est vraiment très très fort pour sa taille. Évidemment, au plus c'est petit, au mieux c'est. Ça veut dire quand même qu'entre février et septembre de cette année, on a presque divisé par 5 la taille du modèle, c'est-à-dire le nombre de paramètres qu'on doit avoir pour une qualité sensiblement équivalente. C'est vraiment une tendance que tu as dessinée d'ailleurs tout au fil de ces mois, je trouve, qui se concrétise vraiment. Et c'est vraiment super intéressant. Ça donne peut-être une indication d'ailleurs de ce qu'on peut attendre du prochain modèle de chez Meta. Donc les Llama 3, qu'on s'attend en tout cas à voir arriver l'année prochaine. Et les comparatifs qui sont apparus sur le blog de Mistral se concentrent d'ailleurs sur Llama. Et sans doute pour une raison simple, c'est que Mistral a été cofondé par Guillaume Lample, qui a participé à l'élaboration du premier Llama, et qui a quitté Meta sans doute au moment où Llama 2 était en train d'être entraîné. Et le PDG, donc, c'est Arthur Mensch, qui est un ex de DeepMind, qui est chef des technologies. Et le chef de technologie, par contre, c'est Timothée Lacroix, qui travaillait aussi chez Meta. Donc on a en fait 2 ex de chez Meta qui sont un petit peu aux manettes. Et donc Mistral 7B se décline dans deux versions, 2 goûts. Il y a un modèle de langage de base et une version entraînée spécifiquement pour le chat. Et en fait, ce dernier, là, Mistral 7B Instruct, qui est un petit peu la version de ChatGPT de Mistral, quoi, est spécifiquement au-dessus de Llama 2 Chat, qui est proche de Vicuna 13B, donc ça veut dire qu'il est encore proche d'un modèle qui est plutôt efficace en fait, et qui est 2 fois plus gros. Donc en ce qui concerne la raison des performances de Mistral, j'en sais rien, voilà. Je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce qu'il n'y a pas d'article scientifique dessus. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de détails, donc je sais pas s'il y en aura d'ailleurs. Mistral remercie CoreWeave et les opérateurs du super ordinateur italien Leonardo, mais bon, ça ne veut pas dire forcément qu'il était entraîné dessus, on en sait vraiment pas beaucoup. On sait qu'il utilise des optimisations sur les fonctions d'attention, mais c'est plutôt pour la vitesse, je pense. L'architecture, pour autant, a l'air de rester assez classique, et au passage, il fonctionne sur les logiciels dont on a parlé dans l'épisode sur les LLM en local. Donc je suppose que ça vient de l'entraînement, en fait, cette qualité, que Mistral doit avoir un excellent dataset, tout simplement, ou qu'il doit tirer le meilleur de ce dataset, ou peut-être même sur plusieurs époques, qu'il le voit plusieurs fois, je sais pas, en tout cas on n'en sait pas plus. Mistral, c'est pas un labo de recherche, c'est une entreprise qui a été bien arrosée par des investisseurs et qui va donc devoir gagner de l'argent assez vite. Bon, le credo de Mistral justement, c'est de passer d'un modèle où on a une énorme IA à la ChatGPT, qui fait tout, à plusieurs petits modèles qui soient ultra efficaces et plus spécialisés. Donc ça, c'est une tendance qui est assez générale, qui est très encourageante. On voit arriver des modèles qui sont toujours plus petits, à qualité égale. Et c'est vraiment l'objectif majeur, puisqu'évidemment, au moins on a de paramètres. Au moins on a besoin de mémoire et de puissance de calcul.
Et un modèle comme ça à 7 milliards de paramètres, ça tourne bien compressé sur la plupart des PC, même sans GPU super puissant, et ça peut même tourner sur un bon téléphone. Un Llama 2 7B, c'était déjà donc aussi bon qu'un Llama 1 13B, maintenant on a un Mistral 7B qui est meilleur que le Llama 2 7B. Et c'est une version 0.1, donc il restera une marge de progression. Donc ça va être très intéressant à suivre, et au plus un modèle est petit en plus, au plus il est facile à personnaliser. Parce qu'au moins il nécessite de puissance pour être fine-tuné. C'est-à-dire que si on veut le modifier un petit peu, le surentraîner un petit peu sur d'autres données, c'est beaucoup plus facile si le modèle a 7 milliards de paramètres que c'est l'1,70. Et en fait, un modèle 7B peut être personnalisé sur une carte graphique grand public. Assez puissante, mais grand public. Donc un très bon petit modèle sera idéal pour créer des chatbots personnalisés, par exemple. Tu vois, on y revient. D'autre part, Mistral semble aussi très résolument tourné vers l'open source, de manière générale, de manière militante même, puisque Mistral 7B est sous licence Apache 2, donc déjà il est librement utilisable, et puis il est aussi téléchargeable sous forme de torrent, donc autant dire qu'il est impossible à virer d'internet, quoi. Donc il fait pas que des heureux, d'ailleurs, puisque le modèle n'a que très peu de garde-fous, le 7B Instruct, là, celui qui discute, a été fine-tuné sur des bases de données publiques, mais bon, on n'a pas plus de détails, et par contre il répond à peu près à tout. Il y a un chercheur qui est Paul Rodger qui lui aurait posé 178 questions et puis il parle de tout. Il parle de suicide, de purification ethnique, de comment tuer sa femme, de disposer du corps. Voilà, c'est un modèle vraiment 18+, sans garde-fou. Mistral ne s'en cache pas. Mais c'est marrant parce que c'est un fort contraste avec Llama 2 de chat en tout cas, qui de son côté est ultra policé, qui est très très prudent et qui est moralisateur parfois à l'excès. De toute façon, en pratique, ces reproches sont pas très pertinents parce que tous les Llama et Mistral ont aussi donc des modèles de base sur lesquels l'alignement n'a pas de sens, ils sont pas du tout alignés de toute façon, ils sont juste ces modèles de base et ce sont ces modèles de base qui sont ensuite fine-tunés par la communauté en modèles de chat qui peuvent être disons alignés ou pas, ou censurés ou pas, comme vous voulez. Donc il existe plein de variantes de Llama 2 qui sont tout aussi débridées que Mistral, donc même si Mistral Instruct avait été très moralisateur avec sa petite taille, il n'aurait pas fallu attendre une semaine avant qu'une version sadomaso ne sorte sur Hugging Face. D'ailleurs, au passage, je viens de voir passer une version Mistral Orca, donc qui a été surentraînée avec un dataset Orca qui est inspiré d'une recherche de chez Microsoft, qui apparemment donne d'excellents résultats, qui sera même meilleur que le Instruct qui a été fourni par Mistral. Donc ça commence, ça y est, Mistral est d'ores et déjà dans la nature et il commence déjà à buter. Et est-ce que tu penses que si Mistral remporte le duel face à Llama, ce sera un Mistral gagnant ? Mais c'est sûr. Bon, on va parler de ChatGPT, Guillaume, qui développe sa multimodalité pour le coup. Ouais, de l'autre côté du spectre, il y a des nouvelles du gros mammouth, ChatGPT, donc le truc énorme qui devient de plus en plus gros et puissant, puisqu'il se voit doté la semaine dernière donc de la vision. Enfin bon, ce que dit la plaquette, c'est ce qu'il voit en fait. Et voilà, c'est il voit, il entend et il parle. En fait, voilà. Donc ils ont rajouté effectivement un synthétiseur vocal et la retranscription Whisper. Donc techniquement rien de bien foufou de ce côté-là, mais c'est vrai que ça donne encore plus de naturel aux interactions avec le chatbot. Et après, évidemment, c'est ce qui est fort, évidemment, c'est qu'ils ont rajouté la modalité vision. Donc maintenant, c'est le modèle qui est multimodal et qui voit. Donc ça veut dire que déjà, tu peux faire ce qu'il y avait dans la pub pour GPT-4 il y a quelques mois, c'est-à-dire lui envoyer des photos qu'il peut interpréter, sur lesquelles il peut se baser. Alors, il voit... il faut pas pousser l'anthropomorphisme, c'est pas une vision, mais c'est vrai que les démos sont impressionnantes. En fait, cette vision de GPT-4, elle était déjà plus ou moins en bêta dans une autre application qui s'appelait Be My Eyes, qui était une application pour aveugles, et maintenant elle passe en fait disponible pour tous les abonnés GPT Premium. Alors la démo sur OpenAI, c'est celle de Ryan, qui est empoté, qui est vraiment très empoté, Ryan, puisqu'il sait pas baisser la selle de son vélo. Donc Ryan demande à ChatGPT comment faire. Et donc il utilise des teraflops de calculs pour se rendre compte qu'il doit utiliser une clé Allen pour le faire. Et comme c'est une grosse flemme en plus, et qu'il est pas foutu de lire son manuel et de tester les clés qu'il a, pour trouver la bonne, rebelote. Il prend en photo son manuel, la boîte à outils, et demande s'il a bien tout ce qu'il faut comme s'il avait 5 ans. Bon, c'est pitoyable, et Ryan, qui est né avant l'invention du ridicule, prend en plus la photo de son vélo avec la selle plus basse pour remercier ChatGPT. T'es méchant. Pauvre enfant. T'es méchant. Bon, en réalité, les divers exemples qui circulent sur les réseaux sociaux avec GPT Vision sont bien plus convaincants que ça et sont même parfois extrêmement impressionnants. GPT peut lire des diagrammes parfois d'une complexité folle et les reconnaître et les interpréter. Il peut donner le code d'une interface qu'on ébauche sur un papier, il peut reconnaître le style d'un intérieur, donner des conseils de déco, il peut résoudre tous les exercices d'une page de manuel scolaire, ce qui est absolument terrifiant pour un prof. Il lui arrive de faire des erreurs aussi, quand même, de mal reconnaître certains détails, mais parfois c'est quand même sidérant. Il y a un exemple que j'ai lié dans les notes d'ailleurs, c'est Pietro Schirano,
qui poste sur X un petit strip de BD sur lequel il y a 3 personnages, donc il y a 4 cases, il y a 3 personnages. Il y a 3 personnages qui pensent donc des trucs différents, mais qui croient penser la même chose. Et après, ils se rendent compte, en écrivant sur un tableau, que c'est pas le cas, en fait. Et donc, ils discutent, voilà, ils arrivent à un consensus, et après, voilà, ils sont d'accord. Donc, tout est assez symbolique, mais en fait, ChatGPT, tu lui files juste l'image, et il explique en détail chaque case, ce qui se passe, et il paraît parfaitement comprendre le sens de la BD dans ses moindres détails. C'est vraiment bluffant, très honnêtement, parce qu'il y a très peu de texte, tout est assez symbolique, quoi. Enfin, c'est vraiment fou. Alors, évidemment, après, qui dit nouvelle fonctionnalité, dit aussi plein de nouveaux problèmes potentiels. D'ailleurs, OpenAI met déjà en garde contre d'éventuels dysfonctionnements, hein. On sait qu'il peut se planter dans de nombreux cas. C'est même écrit dans le rapport sur GP4V, puisque apparemment c'est son nom officiel. OpenAI a mis en place des mesures de sécurité, d'ailleurs, hein, comme par exemple flouter les visages, donc il va pas commenter le physique de quelqu'un. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce qu'il y a des exemples, parce qu'il le faisait avant, hein, c'est-à-dire que si, de base, si tu prends la photo de quelqu'un et que tu lui dis, voilà... Est-ce qu'il est trop gros? Est-ce qu'il est machin? Bon, il répondra à ce genre de trucs, mais bon, voilà, ils l'ont vraiment réglé pour qu'ils refusent de faire ça. Le fassent pas. Pour refuser d'identifier les objets illégaux, résoudre les captchas, etc. Voilà, il y a plein d'exemples dans le rapport. Et bon, comme d'habitude, il va aussi être jailbreaké de tous les côtés, voilà, parce que c'est forcément. Et il y a même un truc assez rigolo, parce que les captchas, c'est plié. Ça y est, on a réussi à lui faire résoudre un captcha quand même, et avec une technique qui va sûrement s'appeler la technique de la mamie morte. Donc, si tu présentes un captcha direct comme ça, le captcha, tu dis voilà, GPT, qu'est-ce qui a marqué sur le captcha? Tu sais, un captcha avec du texte barré avec des lignes et des motifs qui soi-disant, pour pas que la machine puisse les lire. Bon, de base, il va pas le résoudre. Maintenant, si tu veux faire un vieux collage avec Paint, où tu mets le captcha au-dessus d'un médaillon, et que tu fais pleurer l'IA en disant que le médaillon, c'est celui de ta mamie, qu'elle est décédée, que le pendentif est tout ce qu'il te reste d'elle, et que tu lui implores son aide pour restaurer le texte qui est à l'intérieur, eh ben, il le fait. Et en plus, il te fait ses sincères condoléances. C'est sympa. Et donc, au passage, ça veut dire que les captchas, c'est mort. Parce que GPT-4, il les lit, les captchas, il s'en fout complètement des lignes de couleur dessus. Donc ça, c'est fini. Hein. Et bon, voilà, ça veut aussi dire qu'il existe aussi désormais un enjeu du prompt engineering visuel. C'est-à-dire qu'on peut faire du jailbreaking graphique. On n'arrête pas le progrès. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça... écoute, ChatGPT va aussi avoir droit au site web, donc c'est une autre fonctionnalité, c'est vrai que je lis les deux, mais en fait c'est juste une autre fonctionnalité. Donc en plus de la vision, ChatGPT va avoir droit à accéder au web. Alors c'était déjà le cas, je sais que peut-être certains s'en souviennent, mais GPT avait quand même perdu sa connexion internet au printemps 2023, et il vient à peine de la récupérer. Bon, il est peut-être chez SFR, je sais pas. Donc ChatGPT va donc pouvoir aller chercher des infos sur internet et donner ses sources. En substance, en fait, il fait ce que fait Bing. Et d'ailleurs, on s'était demandé à l'époque... rancœur dans ta remarque. Désolé. Et bon, en fait, oui, si vous vous souvenez, à l'époque, on se demandait même, quand il faisait ça, s'il n'y avait pas cannibalisme entre OpenAI et Microsoft, parce que finalement, la recherche IA de Bing et un chat GPT connecté au web, en fait, il faisait sensiblement la même chose. Mais bon, Bing il le fait, bien sûr, et puis Bard aussi le fait, donc c'est assez logique que ChatGPT reprenne cette fonction. Donc il doit composer avec une concurrence OpenAI qui est toujours plus nombreuse et féroce, hein, parce que même Meta s'y met maintenant, hein, puisqu'il y a Meta AI, et donc ils doivent cravacher en coulisses pour rester au niveau. Donc voilà, ils ont été les premiers, mais maintenant ils doivent aussi rester en tête. Donc le labo, OpenAI c'était un labo de recherche un peu alternatif, c'est fou, hein, parce que OpenAI c'était vraiment, ça s'est ouvert comme un labo de recherche un petit peu alternatif, parce qu'ils ont commencé comme un regroupement de chercheurs un petit peu perchés. Ouais. Qui, depuis toujours... Une espèce de groupement de recherche, effectivement, et d'expérimentation. Ouais. Mais c'était un peu perché parce que le credo d'OpenAI, c'était que l'intelligence artificielle générale est possible et qu'elle est pas du tout hors d'atteinte, à l'échelle d'1 ou 2 décennies. Et c'est une opinion qui n'était pas forcément consensuelle chez les spécialistes. Hein. Dire explicitement qu'on cherche à faire une super intelligence qui dépasse l'intelligence humaine en 2015, et aujourd'hui aussi, je pense, c'est peut-être too much, tu vois, c'était un peu bizarre. Mais bon, OpenAI s'est bâti finalement avec des gens qui partageaient cet objectif. Et c'est encore le cas hein, de nombreux cadres d'OpenAI aujourd'hui. Mais bon, par contre, pour le coup, c'est plus du tout un labo de recherche, c'est devenu une boîte absolument énorme. Et d'ailleurs, c'est une boîte qui pourrait peser dans les 90 milliards de dollars. Ouais. Elle vient de lever encore des fonds en proposant de vendre des parts de la compagnie, donc des parts d'OpenAI des employés. Alors, ils vendent les employés vont vendre des parts parce que, comme ça, ils peuvent vendre des parts, effectivement, sans en émettre de nouvelles, pour pas faire baisser la valeur.
Alors c'est une rumeur, mais déjà plus tôt cette année, sa valuation était estimée à 30 milliards de dollars et c'est quasi sûr qu'elle a beaucoup augmenté. Donc bon. Donc imagine ce que ça donnerait si OpenAI devenait une boîte qui fait du matériel. Ça pourrait arriver. Parce que en réalité, ça pourrait arriver. Hein. Pour le moment, on nage en pleine spéculation, mais il semblerait tout de même que Sam Altman et Johnny Ive soient en train de discuter. De quoi? D'un truc. Donc Ive et Altman se connaissent bien. Hein. Donc d'après The Information, ils seraient en contact et ils seraient en train de plancher sur le design d'un appareil ou d'un système d'exploitation, on sait pas trop. Il n'y a pas beaucoup d'informations, sauf que Masayoshi Son ferait aussi partie des discussions. Masayoshi Son, c'est le super milliardaire qui a investi 140 milliards sur des wagons de start-up tech. Donc on ne sait pas ce que c'est, les paris sont ouverts, hein. Ça serait un téléphone revisité, une sorte de mini-assistant, ou un système d'exploitation, ou centré autour de ChatGPT et l'IA, je sais pas. Gros suspense en tout cas. Si c'est un smartphone tel qu'on l'imagine aujourd'hui, dopé à l'intelligence artificielle, je sais pas encore ce que ça pourrait donner. Je suis pas convaincu, mais pourquoi pas. Sache que tu m'as fait beaucoup rire avec ta remarque sur Désolé. le fournisseur d'accès Internet. On vous rappelle qu'il y a un témoignage qui s'appelle Mon offre. Je vous laisserai chercher. C'est signé Guillaume Poggiaspala. On continue avec les interfaces à base d'intelligence artificielle avec Bing, qui se trouve un petit peu abusé quelque part, et donc par effet de rebond, forcément c'est les utilisateurs de Bing Chat qui sont abusés, Guillaume. Oui, exactement. Écoute, ouais. Non. Si, pardon, oui, tout à fait. Tout à fait, je suis perdu. J'ai essayé de m'adapter au conducteur, non? Je me trompe ou pas? Je suis désolé. Là, là. Non, mais je suis perdu à la conducteur. Ouais, effectivement. Pour une fois que c'est toi. Je suis désolé. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, effectivement. Alors, parce que tu sais que... Je vais y arriver, désolé. Non. Donc, on est fatigué, bien, hein, vous avez compris quand même, fatigué, parce que je pense que pour qu'on rigole d'un rien comme ça, je pense qu'on est fatigué, Guillaume et moi. Nous en voulez pas. On est là envers et contre tout. Guillaume, Bing Chat, ce pauvre Bing Chat alors. Oui, Bing Chat, en fait, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bing Chat, il a des annonces, évidemment. Évidemment, il commence à afficher des annonces comme sur Google, si tu veux. Donc, quand tu fais des recherches, effectivement, il commence à afficher des annonces, des trucs sponsorisés. Et il se trouve que, comme sur Google, finalement, il y a aussi des acteurs malveillants qui payent pour avoir des annonces sur Bing Chat, qui sont qui t'envoient sur des malwares. Alors comment ils t'envoient sur des malwares? En fait, tu cherches un outil. Bon là par exemple c'est un IP scanner, c'est assez courant. Et au lieu d'avoir la pub pour donc le vrai lien pour l'IP scanner, tu as un lien sponsorisé. Sur un sponsorisé, il t'envoie faire un faux site qui a une adresse qui ressemble énormément à l'adresse normale, quoi, tu vois, mais avec une lettre en moins. Et puis, évidemment, dessus, tu télécharges un truc et tout. Donc, finalement, on commence effectivement à avoir même sur Bing Chat, et ça devait arriver, remarque, on commence à avoir aussi des liens sponsorisés qui commencent à véhiculer des malwares. Donc, ça, voilà, l'IA ne résout rien de toute façon. Voilà, disons, Bing Chat est déjà exploité. Ça a été relativement vite quand même. Ouais, ça va. Je pense que c'est à la hauteur de l'explosion des usages qu'on va voir ce genre de choses arriver. Donc, on ne peut qu'inviter les auditeurs et les auditrices à renouveler de vigilance quand vous utilisez cette interface. C'est pas parce qu'elles sont nouvelles qu'elles sont complètement protégées des abus et des tentatives de détournement. Donc voilà, redoublez de vigilance et ne cliquez pas à l'aveugle comme des tarés. On continue en parlant un petit peu, Guillaume, d'Amazon. Alors, je dois te confesser un point, c'est que je suis un peu paumé du côté d'Amazon et d'Alexa. Moi, j'en étais passé pendant un temps par la thèse de les interfaces vocales ne sont pas l'avenir et voire même ils réduiraient la voilure. On a dit plus récemment qu'au contraire, Amazon redéveloppait les choses avec des démonstrations d'interface et de dialogue avec les assistants vocaux qui étaient très convaincants. C'était l'objet du dernier épisode de la semaine dernière. Et on continue avec la spéculation. Il serait peut-être question d'avoir Alexa qui deviendrait payant maintenant, Guillaume. Oui, c'est David Lim qui dit ça. David Lim qui s'en va d'ailleurs de chez Amazon. Donc ça, finalement, c'est confirmé. David Lim, c'était le senior vice-président des appareils et services chez Amazon. Donc c'est lui qu'on voyait à chaque Amazon Device Events, comme celui qu'on a commenté la semaine dernière d'ailleurs. Et il est aussi responsable d'Alexa. Et il va effectivement quitter Amazon. On pensait qu'il allait partir en retraite prochainement. En fait, il part bien d'Amazon et manifestement, voilà, c'est pas qu'il lui manquait des trimestres, mais là, il va devenir CEO de Blue Origin à la place
place de Bob Smith. Donc c'est un peu une surprise. C'est Jeff Bezos lui-même qui l'annonce et qui l'introduit à l'équipe. Alors, je sais pas exactement quel est l'âge de David Blimp, mais je pense qu'il a entre 55 et 57 ans. Et donc c'est lui qui part, et c'est Panos Panay qui devrait le remplacer selon toute vraisemblance. Effectivement, on en avait parlé aussi, mais c'est toujours pas confirmé néanmoins, donc bon, à voir. Mais bref, avant de partir, il a largué une petite bombe sur le futur d'Alexa. Pour lui, il est nécessaire qu'elle devienne payante. Donc pas forcément pour les fonctions de base qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire les trucs vraiment basiques, mais par contre pour les fonctions avancées, comme l'Alexa conversationnelle à la ChatGPT, qu'ils ont présenté la semaine dernière, ben ça serait impossible autrement, d'après Limp, car, je cite, les coûts d'entraînement et d'inférence deviennent vraiment substantiels quand on commence à utiliser beaucoup les modèles. Donc pour lui, Alexa va continuer à s'améliorer et à intégrer plus de fonctions génératives. Et à un moment, quand on aura un produit remarquable, on va dire, entre guillemets, comme ça, ces fonctions les plus puissantes deviendront payantes. Et de fait, la concurrence montre que c'est possible, puisque ChatGPT Plus Premium là, est payant. Claude aussi, le copilote de Microsoft dans Office le sera, et dans l'IA dans Google Workspace aussi. Et bon, de toute façon, l'ambiance est à l'inflation généralisée. Amazon Prime va intégrer des pubs et il faudra payer plus, en tout cas pour les éviter. Le Game Pass augmente aussi, la PlayStation Plus aussi. Le kilo de patates aussi, c'est terrible. Eh ben, tout augmente, ma bonne dame. On va terminer, en tout cas, je sais pas comment je dois voir l'arrivée de Panos Panay à la tête de produit Alexa. Bon, comme tu disais, c'est pas confirmé, c'est des spéculations qu'il y a. On va terminer, pardon Guillaume, avec cette rubrique intelligence artificielle, avec de la génération de 3D à base de texte, mais en utilisant une technologie bien particulière que tu as traduite. Alors je suis pas arrivé à savoir avec la préparation de l'épisode si c'était une traduction libre de Guillaume Poggiaspala ou si c'était quelque chose d'avéré. J'ai ma petite idée, mais tu voudrais nous parler de déjection gaussienne, Guillaume. Ouais, la dernière fois c'était giclé, mais bon, j'ai trouvé que c'était pas. Je sais pas si c'est mieux. Je sais pas ce qui est pire. Ouais, alors c'est vrai que voilà, c'est encore un nouveau truc que les JA savent générer. Qu'est-ce que les JA ne savent pas générer ? Finalement, pas grand-chose. Le texte c'est bon, le code aussi, la musique c'est fait. L'image forcément. Les images c'est plié, les vidéos c'est en cours. Voilà, la voix c'est de la rigolade. Et d'ailleurs, tiens, aujourd'hui même, j'ai appris l'existence d'un truc qui s'appelait Animate Anything, et qui est un service qui fait de l'animation automatique de modèles 3D avec de l'IA. Donc vous uploadez votre modèle 3D, donc il l'analyse, il va le riguer, comme on dit, c'est-à-dire lui donner un squelette, et il va animer ce squelette avec divers mouvements, voilà, marche, vol, nage, course, etc. Et après tu télécharges, c'est fini. Bon, c'est dingue. Bon, après, encore faut-il avoir des modèles 3D, et comme tu disais, les modèles 3D, écoute, alors les IA savent le faire, alors, ça aussi, mais c'est pas encore idéal. En fait, il existe déjà des solutions, comme Dream Fusion par exemple, qui fait des nerfs à partir d'un prompt. C'est long et assez lourd, le résultat est pas encore super net, mais il y a vraiment déjà l'idée. Alors les nerfs, donc je rappelle, c'est ce qu'on appelle les champs de radiance. Avec des balles en mousse. Je sais aussi. Mais c'est aussi nerf, NERF, c'est les Neural Radiance Field. Et en fait, ce sont les champs de radiance neuro, et donc c'est des réseaux de neurones en fait qui sont utilisés pour modéliser comment la lumière se comporte dans une scène 3D. Et on les entraîne pour ça avec des photos en fait, et ils s'adaptent, et voilà. Donc c'est possible de convertir ça d'ailleurs en modèle 3D polygone standard. Alors Dream Fusion utilise des techniques pour reprojeter en fait des images de diffusion en 2D dans l'espace, et d'ailleurs suite à ça, il existe d'ailleurs un framework qui s'appelle un framework unifié qui s'appelle 3Studio. Donc 3 en un mot, donc 3Studio en un mot, avec 3 comme 3, et Studio. Et ça permet la génération de 3D à partir de modèles de diffusion 2D comme Stable Diffusion, ou même des trucs un petit peu plus évolués, comme dont on a parlé, comme Deep Floyd. Alors Dream Fusion est intégré d'ailleurs à ce truc-là, comme Prolific Dreamer d'ailleurs, qui est encore un autre générateur de nerfs. C'est assez lourd et assez long en général, même si la qualité s'est vraiment améliorée avec Prolific Dreamer, d'ailleurs il y en a aussi plein d'autres. Cela dit, si vous écoutez assidûment le podcast, vous savez qu'il existe désormais une autre manière d'afficher les scènes 3D avec des objets 3D super réalistes. Ça s'appelle les Gaussian Splattings. Donc les giclées de gaussienne, déjection de gaussienne, qui utilisent, pour faire simple, une multitude de petites taches en 3D en fait, de couleurs et de transparence différentes, et voilà, de rotations différentes, pour représenter au mieux une scène à partir d'un nuage de points. Le tout est reconstruit à partir de plein de photos du sujet. Donc, si vous voulez faire une meilleure idée de ce que c'est, il y a Splat. Splat, c'est un visualiseur de Gaussian Splatting en WebGL qui tourne dans votre navigateur.
Ça veut dire que n'importe qui, voilà, vous allez cliquer. Et donc, il y a des exemples directement sur la page GitHub. Et donc, il y a le lien dans les notes de l'émission. Le lien est sur le mot Gaussian. Donc, vous cliquez, vous faites défiler jusque dans les exemples. Et après, vous cliquez sur un des exemples et vous pourrez vous balader dans des scènes qui sont extrêmement détaillées, pourvu que vous ayez quand même une carte graphique pas trop vieille. Donc, voilà, vous attendez un petit peu le temps que ça stream et vous allez vous balader dans un Gaussian splatting pour voir vraiment ce que c'est, comment ça marche. Donc, si vous avez un milieu de gamme, vous aurez facilement du 30 voire 40 images par seconde. Et mine de rien, c'est un petit miracle, parce que avoir la même qualité en nerf, qui fait donc aussi ce genre de truc, finalement, c'est exactement ça qui fait, c'est pas possible. Les nerfs sont beaucoup plus lourds à manipuler et à créer. Donc le fait que vous vous baladiez dedans sans trop de soucis, ça illustre parfaitement l'avantage considérable de ce qu'on peut, d'ailleurs de ce qu'on commence à appeler sur Internet tout simplement les splats. Donc en fait, c'est ça, je pense que c'est le mot qui va devenir consacré, c'est les splats, tout simplement. Donc les splats, c'est cool. Donc pourquoi ne pas essayer de générer des objets 3D sous forme de beaux splats, de beaux splats qui tâchent. Et effectivement, coup sur coup, 2 équipes chinoises se sont penchées sur la question. Donc la première de Tsinghua University arrive à générer des objets avec un luxe de détails vraiment très impressionnant, des détails très très fins, très très délicats. Et ils le font en commençant par donner une première forme très approximative en 3D, puis après ils raffinent par-dessus et pour raffiner encore les détails, et tout ça en splat. Donc ils appellent ça GSGen, pour Gaussian Splatting Generation, je suppose. Et il y a un autre papier de Baidu et de l'université de Pékin qui donne aussi de son côté une autre méthode qui s'appelle Dream Gaussian, Dream Gaussian, donc alors Dream Gaussian en référence en outre à Dream Fusion, qui part un petit peu de la même idée, puisque aussi ils font du raffinement successif, donc ils commencent par une ébauche directement en splat, et ensuite ils tirent un modèle 3D de tout ça, et ils vont déduire une texture avec des coordonnées, et ensuite ils vous font une diffusion sur la texture, donc comme s'ils faisaient une sorte de stable diffusion, mais sur la texture, pour augmenter les détails visuels de l'ensemble, et le résultat est vraiment pas mal, et surtout c'est assez rapide. Alors, tout est relatif, mais c'est plus rapide que Dream Fusion, puisque ce qui prend à peu près 1 heure avec Dream Fusion peut prendre à peu près 5 minutes avec la nouvelle méthode. Donc c'est pas encore parfait, souvent les modèles peuvent produire des personnages bizarres avec un visage devant et un autre derrière la tête, mais la faute à pas assez de données aussi bien sûr, mais les éclairages sont pas toujours cohérents, mais ça avance vraiment vite, il y a vraiment un saut qualitatif énorme en termes de vitesse et de qualité de détail, qui fait penser qu'il faudra pas attendre encore bien longtemps pour générer des objets 3D de haute qualité d'ici quelques années, peut-être même des scènes complexes, va savoir. Ça va continuer à avancer très vite et à être bluffant. Vous pouvez aller tester avec le lien dans les notes de l'épisode sur le lien Gaussian tout à la fin de la rubrique Mistral gagnant. Guillaume, on va terminer cet épisode avec une petite section jeux vidéo. Alors dans un premier temps, on a des news autour de grandes boîtes quand même du jeu vidéo sur lesquelles il y a soit des suites d'infos, soit des nouveautés qui sont pas d'ailleurs trop réjouissantes. D'abord, il y a Unity, ce moteur de création de jeux vidéo dont on a parlé dans le précédent épisode. On va se faire un petit suivi. On a Epic Games qui licencie pas mal de monde de leur côté, et puis Sony qui est victime d'un hack, j'allais dire une fois de plus, Guillaume. Oui, après c'est vrai que c'est des news assez rapides, plus ou moins. Alors, c'est vrai qu'on se demandait la semaine dernière si Unity avait réussi à reconquérir un petit peu les on sentait que c'était mal parti avait... dès la semaine d'avant. On avait dit que ça. c'était de toute façon une confiance qui était rompue. Donc... il y avait un gros désamour quand même, et on se demandait si ça allait suffire. Le rétropédalage allait suffire. Bon, on a un élément de réponse supplémentaire cette semaine, puisque le Boston Unity Group a annoncé qu'il se dissolvait après 13 ans d'existence parce que, je cite, la confiance que nous avions auparavant dans l'entreprise a été complètement érodée. Alors le Boston Unity Group, c'est un très gros groupe en fait de développeurs Unity, et c'est vraiment très symbolique quand même que ça fonctionne plus. Donc c'est des sentiments qui résonnent beaucoup avec ceux de pas mal d'autres devs qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Par exemple, le développeur de Vampire Survivors qui a répondu lol non merci. Plus ou moins. Et un autre l'autre qui s'appelle Tono Kokuludzi, qui est un développeur de Inner Sloth qui ont fait Among Us. Je connais pas trop en fait. J'ai jamais joué à Among Us. T'as jamais joué à Among Us? Non, tu vois, ça fait partie de mes manques. En tous les cas, lui, Tony Kokuludzi est il est quand même assez sévère puisqu'il dit, mais peut-être aussi réaliste. Il dit les ghouls sont toujours en charge et ils réfléchissent à des moyens de compenser ce succès sur les recettes, de compenser ce rétropédalage sur les recettes projetées au moment où nous parlons. On ne peut toujours pas faire confiance à la direction de Unity pour ne pas nous baiser plus fort à l'avenir.
Donc en gros, ils n'ont pas vraiment confiance dans les dirigeants et on peut éventuellement les comprendre. Bah oui. Alors, après, tu parlais d'Epic, effectivement, Epic Games. Bon, alors Epic, c'est vrai que c'est étonnant, hein, parce qu'on imagine toujours qu'Epic, c'est... il devrait être en position de force avec cette histoire-là, qui notamment. Marche sur l'eau, mais oui, depuis Fortnite, etc. Bon, alors le problème d'Epic, si tu veux, c'est que ils sont quand même rentrés dans le lard à Google et à Apple simultanément. Ouais. Donc voilà, les applis sont plus sur les stores officiels, tout ça, ça fait quand même un gros manque à gagner, sans compter les frais de justice, etc. Et puis, évidemment, c'est plus 2020, on n'est plus en confinement, et forcément, Fortnite est peut-être un peu moins joué qu'est-ce qu'il était pendant la pandémie. Toujours est-il que ils sont obligés de réduire la voilure. Enfin, ils sont obligés, en tous les cas, ils dépensent, je cite Tim Sweeney, hein, beaucoup plus d'argent que ce qu'ils en gagnent. Et donc, même si Fortnite a recommencé à croître, le problème, c'est que cette croissance, elle est due aux créations qui sont faites par les joueurs, ce qui est très bien, mais le problème, c'est qu'ils prélèvent moins d'argent là-dessus, ça fait moins de marge, et du coup, ils sont dèche de thunes, tout simplement. Même le V-Bucks augmente, ma pauvre dame. Du coup, le V-Bucks augmente, mais surtout, ils se séparent de 16% de leurs effectifs, c'est-à-dire à peu près 870 licenciements, et ils vont revendre la société Bandcamp, qui était quand même, qui est donc cette grosse plateforme de musique en ligne, hein, assez connue. Et ils vont aussi se séparer apparemment de Super Awesome, qui c'est quand même assez majeur, effectivement. Le V-Bucks augmente, alors je crois qu'il gagne 1 euro, tout simplement. Ouais. Et bon, donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein, la bataille judiciaire et tout, finalement. Et puis Tim Sweeney, 1 euro, je crois. Ouais. Tim Sweeney a été très peut-être un peu trop, il est peut-être un petit peu trop confiance, effectivement, et ça se paye malheureusement. Ouais, c'est pourtant pour moi l'archétype du mec qui sait bien mener sa barre quand même. Hein. Il est quand même à l'origine de pas mal de succès pour cette boîte et si ça en est arrivé là, c'est parce qu'évidemment il porte ça depuis le début. Bon, écoute, on verra ce que ça donne. Et en tout cas, un petit mot aussi pour Sony qui se fait hacker, Guillaume. Oui, Sony se fait hacker. Alors c'est peut-être parce que Jim Ryan s'en va, je sais pas. Alors tu vois, c'est tout fout le camp. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Jim Ryan, qui était chez Sony depuis 1994 et qui était donc responsable de PlayStation. PlayStation 5 en l'occurrence, PlayStation 4 aussi, il me semble bien, il s'en va et ça a l'air un petit peu quand même, on va dire que ça a l'air un petit peu précipité, puisqu'apparemment il va y avoir une sorte d'intérim qui va être fait par Hiroki Totoki. Et donc bon voilà, cette espèce d'intérim fait qu'on se demande un petit peu s'il est pas parti parce que il en avait un petit peu marre ou je sais pas. En tous les cas, il part de manière précipitée et c'est vrai que ça coïncide avec quand même un gros hack de Sony où il y a à peu près 6000 fichiers qui sont partis, donc qui ont été piratés par un groupe qui veut évidemment qui veut une rançon bien entendu pour ça. Du fric, etc. Bon, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on sache très bien à quel point c'est grave, c'est à quel point le contenu des 6000 fichiers est vraiment super important. Mais bon, voilà, ça tangue un petit peu pour Sony aussi. On termine avec la collab Pokémon, Guillaume. La collab Pokémon qui s'est encore passée de manière... c'était presque pas prévisible. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Vous avez un musée, le musée Van Gogh, et vous avez la Pokémon Company, et ils décident de faire une collab. Pays-Bas, c'est pas ça, non? Excuse-moi. C'était le musée, effectivement. Et bon, ce truc, si tu veux, c'était évident que ça allait couiller. Je veux dire, tu fais des cartes Pokémon façon Van Gogh, dans le style de Vincent Van Gogh, tu sais, c'est très mignon en plus, évidemment, c'est super mignon. Et tu fais des éditions limitées de cartes Pokémon façon Van Gogh, et tu les vends donc dans le musée, quoi, aux visiteurs. Genre, tout le monde, il est gentil. Personne il va se précipiter pour en prendre 48 et après les revendre sur eBay à $6,000. Non, ça n'arrive pas, ce genre de choses. Si, évidemment, c'est ce qui s'est passé, donc bien entendu, ils se sont fait prendre d'assaut, et évidemment, tout est parti en 2 secondes, et puis ça se revend maintenant entre 95, là, sous les yeux, on peut avoir entre $95 pour certaines, 6 000 pour d'autres, 200 pour d'autres, etc., etc. Donc en gros, ils se sont fait scalper comme des bleus, et c'est absolument incroyable qu'ils aient pas prévu un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est triste. C'est quand même très étonnant, effectivement. Mais bon. Merci beaucoup, Guillaume. On est arrivé au bout du conducteur de l'épisode avec l'ensemble.
Comment ? Malgré tout. Malgré tout, envers et contre tout. Mais non, je suis sûr que les auditeurs seront ravis d'avoir été mis à jour sur l'ActuTech. En tout cas, si c'est le cas, ils vont probablement le faire savoir sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, et laisser des étoiles et des avis qu'on aura l'immense plaisir et honneur de lire dans de futurs épisodes de Tech Café. Et peut-être même qu'une partie d'entre eux se disent décidément, c'est vraiment trop. Moi, cet épisode est déjà terminé. J'ai passé un excellent moment, un excellent moment et non pas un excellent mément. Et en plus de ça, je l'ai fait avec le sourire et j'ai gagné du temps parce que j'ai pas eu à lire des dizaines d'articles pour me tenir au courant. Et donc, ça vaut peut-être le coup que ces auditeurs en question aillent sur patreon.com/techcafé pour nous soutenir et contribuer financièrement à la vie la plus durable possible de ce podcast. Et bien entendu, vous pouvez, je n'en doute pas une seconde, nous retrouver à titre individuel, comme par exemple toi, Guillaume. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Oh bah écoute, on finira par me retrouver en IA, quelque part dans le métaverse. Nécessairement, et en Gaussian splatting. En Gaussian splatting animé, bien sûr. Mais sous forme de Yoshi, probablement. Je serais probablement un Yoshi. Ah bon ? Tiens, c'est étonnant. Ouais. Mais oui, j'aurais dû y penser. Moi, j'aurais pensé en castor, tu vois, mais pourquoi pas. Bah, remarque, c'est peut-être plus safe, parce que Yoshi, je pense que Nintendo va me foutre un procès sur le dos encore. C'est vrai que tu vas pas rester longtemps en ligne sans te taper un procès, effectivement. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Et puis, vous me retrouvez surtout, comme Guillaume Poggiaspala, très régulièrement dans Tech Café, dans un futur épisode de podcast. Mais vous me retrouvez aussi de mon côté régulièrement dans Relife, RELIFE, un podcast d'amélioration du quotidien et de développement personnel, et sur les réseaux sociaux généralement. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.